Alors, la présentation a comme thème la loi sur la laïcité de la République et du canton de Genève. Comme vous savez, le mois prochain, le juge Marc-André Blanchard va rendre sa décision dans la contestation constitutionnelle de la loi sur la laïcité de l'État québécois, adoptée par le gouvernement du Québec en 2019, avec l'approbation de 70 % de la population québécoise. Pour le peuple québécois, c'est une question, cette loi-là est une question existentielle. Elle fait partie, comme l'immigration, le multiculturalisme canadien et la centralisation des pouvoirs entre les mains du gouvernement fédéral, des sujets reliés à l'existence même de la seule nation francophone en Amérique. C'est important de le dire, ça. Avec cette petite conférence-là, j'ai voulu démontrer comment cette loi n'est ni arbitraire, ni injuste ou discriminatoire, en prenant exemple à ce sujet sur ce qui se passe en Suisse, dans sa partie française, et plus particulièrement dans la petite République et canton de Genève. Cette petite conférence n'est pas un cours de droit, c'est une simple vulgarisation pour permettre à mes concitoyens de mieux comprendre ce qu'est la laïcité. Alors, je commence. Loi sur la laïcité de la République et du canton de Genève. Et voilà, c'est parti. Alors, on aura qu'au sommaire, premièrement, Genève, une ville, une république et un canton. Deuxièmement, bref aperçu de la Constitution de la Confédération suisse. Troisièmement, bref aperçu de la Constitution de la République et du canton de Genève, la RCG. Quatrièmement, la loi sur la laïcité de la RCG. Cinquièmement, la contestation judiciaire et décision de la Cour. 6, en conclusion, j'ai ajouté un petit addendum à la fin. Alors, on commence par la Genève, qui est une ville, en fait, qui compte une population de 208 000 habitants et avec une superficie de 15 km², ce qui n'est pas beaucoup. C'est une ville qui est intéressante à plus d'un titre, parce que c'est une vieille ville, hein, c'est au cœur même de l'Europe. Remonte son origine dans la nuit des temps. Et surtout, ce qui est intéressant ici, là, je vais pointer du doigt avec mon curseur. Ça sera pas long. Ici, on voit qu'il y a 23 organisations internationales et 759 organisations non gouvernementales et que Genève est la ville qui accueille le plus d'organisations internationales au monde. Le siège européen des Nations unies, le Comité international de la Croix-Rouge, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé font partie de ces organisations internationales. Alors, vous voyez que c'est une petite ville qui n'a même pas la grosseur de la ville de Québec. J'ai fait une comparaison avec la ville de Québec. On a une population à Québec de 531 902 habitants pour une superficie de 454,28 000². Alors, vous voyez la différence, là. C'est plus petit que la ville de Québec, la ville de Genève, et c'est aussi un canton. Ça s'appelle la République et le canton de Genève. La République et le canton de Genève a une population de 700 000 habitants, 507 000 habitants à peu près, et une collectivité de 13 villes et 45 communes pour une superficie de 282 km². Donc, c'est aussi une ville, une république et un canton. C'est important de le mentionner. Alors, si on va dans le canton de la République, on voit ici que la République et le canton de Genève a été anciennement, existe depuis le 16e siècle, jusqu'au moment où elle a été intégrée dans la République française de 1798 par Napoléon. Et elle a retrouvé son indépendance en 1813, après le départ des armées de Napoléon, puis est devenue un canton suisse le 19 mai 1815. Donc, c'est pas un territoire nouveau, hein, c'est un territoire ancien avec toute une histoire. Je continue. La République et le canton de Genève fait partie de
un pays qui s'appelle la Suisse, qui a vous voyez ici dans le côté gauche de l'écran, vous avez la petite république de la ville et du canton de Genève. Et c'est toute partie de la Suisse. Et la Suisse compte une population de 8 millions d'habitants, à peu près, qui occupe le 100e rang au monde, avec une superficie, grosso modo, de 41 285 km². Encore là, si j'ai fait une comparaison, ici, avant de faire la comparaison avec le Québec, c'est aussi une confédération, la Suisse, okay, qui regroupe 26 cantons. 26 cantons et qui est divisé en 4 langues. Il y a 4 langues qui se parlent en Suisse. Vous voyez ici, là, tout ce que j'entoure ici, c'est la partie francophone de la Suisse. Le canton de Genève est ici. Il y a le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, de Neuchâtel, de Berne, etc. Ici, c'est la partie germanique avec la capitale Zurich. Et ici, c'est la partie italienne. Et il y a aussi une partie bien plus dissimulée, c'est la partie romanche, c'est des parties du territoire qui ont été occupées par les Romains et qui ont donné naissance à une langue qui est dérivée du romain. Alors, il y a 4 langues officielles en Suisse. Et c'est pour ça que c'est plus facile de créer une confédération formée de plusieurs peuples que nous, au Canada, où on a 2 peuples fondateurs. Si je fais une comparaison avec la Suisse et le Québec est une ville et le Québec est aussi une province avec une population sensiblement pareille à la Suisse, 8 484 965 habitants, mais une superficie 6 fois supérieure, 1 542 056 m². Là, une fois que j'ai bien établi la géographie, on va passer à un bref aperçu de la Constitution de la Confédération suisse sous l'angle de la laïcité. Alors, l'article 1 de la Constitution suisse dit elle définit la Confédération suisse avec les noms des 26 cantons. Aussi, on voit ici qu'on dit le peuple suisse. C'est un peuple, il se considère comme un peuple. Contrairement au Canada, où on voit rarement l'expression de peuple canadien. Mais ici, ils ont formé vraiment une nationalité avec 26 cantons, dont le canton de Genève, ici, le apparaît encore. OK? Et ça forme la Confédération suisse. C'est une véritable confédération, c'est-à-dire que les partis qui font partie de cette fédération-là l'ont fait volontairement et les pouvoirs sont répartis de façon explicite dans la Constitution. L'article 3 de cette Constitution-là explique que les cantons sont souverains. Ça, c'est très important. C'est comme si dans la Constitution canadienne, on disait que le Québec est une province souveraine. Alors, explique que les cantons sont souverains dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération. Tout ce qui est résiduaire va au canton. Autrement dit, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale, exerce tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ici, au Canada, c'est contraire. Au Canada, la loi constitutionnelle de 1867 confie au gouvernement fédéral le pouvoir résiduaire, c'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas dans les compétences expressément visées par l'article 92 de la Constitution va au fédéral. Le reste va au fédéral. C'est ainsi que s'est développé, par exemple, les télécommunications au début de la Confédération, en 1867. On parlait des communications, on parlait des fleuves, des rivières, mais on ne parlait pas de la télévision ni de la radio. Alors, avec le développement de la jurisprudence centralisatrice, les télécommunications, qui est un secteur quand même important de la vie en société, est passé au gouvernement fédéral. Si ça avait été en ça, peut-être ça aurait été le contraire. Ça aurait été l'attribution des cantons.
il reste quand même que c'est une fédération aussi, ça a un aspect fédératif aussi, dans le sens que l'article 49 de la Constitution suisse dit le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. OK? Et la Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. Ça, c'est fait volontairement hein, par les partis. L'article 72, ça, c'est très important pour notre démonstration. L'article 72 précise que les rapports entre l'Église et l'État sont du des ressorts des cantons. Ici, ça, c'est important dans la mesure, ici, au Québec, dans la loi sur la laïcité, un des éléments de contestation, c'est de dire que les rapports entre l'Église et l'État sont du ressort du gouvernement fédéral. Ça, c'est un des arguments qui a été soulevé dans l'arrêt HAC. Mais ici, en Suisse, les rapports entre l'Église et l'État sont du ressort des cantons, ça a une importance considérable. La réglementation des rapports entre l'Église et l'État est du ressort des cantons. Et ils ont ajouté un amendement à la suite d'un référendum qui a eu lieu dans toute la Suisse. La construction des minéraux est interdite. C'est dans la Constitution, ça. Ça a été voté le 12 juin 2009. Très important. Une fois qu'on a parlé brièvement de la Constitution de la Confédération suisse, on va faire maintenant un bref aperçu de la Constitution de la République et du canton de Genève. Ça, c'est intéressant. Le peuple de Genève, pardon. OK, ça, les mots sont importants. C'est comme si dans la Constitution canadienne, on disait le peuple québécois ou la nation québécoise, reconnaissant son héritage humaniste, etc., 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 déterminé à renforcer une république, les mots sont importants, vous savez, fondée sur les décisions de la majorité et le respect des minorités. Ça va de soi. Dans le respect du droit fédéral et international, adopte la présente Constitution. République et canton de Genève. La République de Genève est un État de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité. Elle est l'un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale, des pouvoirs résiduaires. Exercice de la souveraineté. La souveraineté réside dans le peuple qui l'exerce directement. Ça, c'est vraiment important parce que ça n'existe pas chez nous. Hein? Je vais aller faire un petit tour dans la démocratie directe. C'est quoi la démocratie directe? On a un exemple ici. La démocratie directe est une forme de démocratie dans laquelle les citoyens exercent directement le pouvoir, sans l'intermédiaire des représentants élus, initialement équivalente au concept de démocratie dans l'Antiquité grecque. La qualification progressive des régimes représentatifs comme démocratie a conduit parfois à l'usage du qualificatif direct pour distinguer techniquement les pratiques qui se rapprochent de l'expérience du siècle de Périclès qui rappelait dans son oraison funèbre qu'à Athènes, nous intervenons tous personnellement dans le gouvernement de la cité, au moins par notre vote. C'est ainsi qu'en Suisse, dans les cantons, comme au niveau fédéral, il y a souvent des référendums sur toutes sortes de questions. Alors, la souveraineté réside dans le peuple qui l'exerce directement ou par voie d'élection. Ça, c'est un exemple qu'on pourrait se servir pour le Québec. Tous les pouvoirs politiques, toutes les fonctions politiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui est souverain et s'exprime directement comme de façon indirecte par le vote représentatif. Les structures et l'autorité de l'État sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs. Ça, il n'y a pas de problème, on l'a aussi. Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l'État. Et article 3. L'État est laïque. Il observe une neutralité religieuse. Ça, on l'a affirmé dans la loi 21. Mais ce qu'on n'a pas affirmé, c'est que à l'article 2, on mentionne que l'État ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle. C'est important parce que nous, on a encore des subventions. Hein? Il y a des privilèges aux religions, aux communautés religieuses. Une fois qu'on a parlé de ça, on va tomber maintenant dans la loi sur la laïcité de la République, canton de Genève. Cette loi-là a été adoptée en 2019.
à l'article 3, on lit ceci: l'État est laïque, il observe une neutralité religieuse, il ne salarie ni ne subventionne aucune activité culturelle. On a repris ce qu'il y a dans la Constitution de la République et du canton de Genève. Ça, ça n'a pas été contesté, ça paraît. Il y a eu une contestation de cette loi-là, il faut vous en parler tout à l'heure, ça n'a pas été contesté. Deuxièmement, la neutralité religieuse de l'État interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses ou l'absence de celle-ci, ainsi que toute forme de prosélytisme. Elle garantit un traitement égal de tous les usagers du service public sans distinction d'appartenance religieuse ou non. Ça n'a pas été contesté non plus. Ce qui est contesté, c'est ce qui s'en vient. Les membres du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est l'équivalent du Conseil des ministres. D'un exécutif communal, c'est l'équivalent des conseils exécutifs des municipalités chez nous, ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire, les juges, ou de la Cour des comptes, ils ont une cour spéciale qui s'appelle la Cour des comptes, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leur fonction. Et là, ça, c'est important, ces mots-là, parce qu'on ne les a pas utilisés dans notre loi 21. Hein. Et lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. Notre loi 21 ne vise pas les propos, nous, elle vise simplement les signes extérieurs. J'aime beaucoup, moi, cette formulation-là. Lorsqu'ils sont en contact avec le... Ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs contestés. Ça, c'est contesté ça a été contesté ça, dans une décision qu'on va voir tout à l'heure. Quatrièmement, lorsqu'ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil, le Grand Conseil, c'est un peu l'Assemblée nationale. Ça ressemble à l'Assemblée nationale du Québec, ou les conseils municipaux, c'est les assemblées municipales, s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs. Évidemment, on n'a pas mis des propos ici, mais ça a été déclaré inconstitutionnel pour les raisons qu'on va voir tout à l'heure. Cette partie-là a été déclarée inconstitutionnelle par le tribunal de Genève. Les agents de l'État, tous les agents de l'État, ça vise tous les fonctionnaires, soit ceux du canton, des communes et des personnes morales de droit public, toutes les organisations publiques, toutes les personnes qui travaillent pour les organisations publiques, les organismes publics, observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions et lorsqu'ils sont en contact avec le public, ils s'abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. Ça a été contesté et confirmé par la décision du tribunal. Les cérémonies officielles et les prestations de serment sont organisées selon les modalités respectant la neutralité. Ça n'a pas été contesté, ça. L'article 6 de la loi dit ceci. Ça, c'est assez inédit parce qu'on n'a pas ça chez nous. Manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle. Les manifestations religieuses cultuelles se déroulent dans le domaine privé, sur le domaine privé, pardon. C'était contesté, mais ça a été confirmé par la Cour. À titre exceptionnel, les manifestations religieuses cultuelles peuvent être autorisées sur le domaine public. Dans ce cas-là, les dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 s'appliquent. Ça a été contesté et confirmé. C'est-à-dire confirmé, la constitutionnalité de cette disposition-là a été confirmée par la Cour. Troisièmement, les manifestations religieuses non culturelles sur le domaine public sont soumises aux dispositions de la loi sur les manifestations sur le domaine public. Ça a été non contesté. Et de même que l'article 4, l'autorité compétente tient compte des risques que la manifestation peut faire courir à la sécurité publique, à la protection de l'ordre public, à la protection des droits et libertés de l'autrui. Ça a été non contesté. Il y a un autre article qui est intéressant, c'est les restrictions relatives aux signes extérieurs. Afin de prévenir des troubles graves à l'ordre public, le Conseil d'État peut restreindre ou interdire sur le domaine public, dans les bâtiments publics, y compris des bâtiments scolaires et universitaires,
pour une période limitée, le port de signes religieux ostentatoires. En cas de recours, le tribunal compétent statue dans un délai de 15 jours. Ça a été contesté, mais cette disposition-là, a été maintenue. Des raisons qu'on va connaître tout à l'heure. Dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, je pense aux écoles, entre autres, ainsi que dans les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire. Pour les tribunaux, nous, c'est un peu la même chose, mais sauf que la loi 21 donne le pouvoir au conseil, aux tribunaux même, au conseil de la magistrature de régler cette question-là, tandis que les autres, ils le font directement. Contestation judiciaire et décision de la Cour. La loi sur la laïcité d'État de la République de Genève a été contestée devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la RCG, qui est la Cour de première instance en juridiction en cette matière. Les plaignants sont une association de défense des droits des musulmans. Ça pose toujours un problème avec eux. En Suisse, et un plaignant individuel qui ne sont pas identifiés dans la décision rendue par cette Cour. Mais je suis parvenu à identifier le plaignant, qui est en même temps président de l'association. J'ai trouvé ce qui suit à son sujet dans un journal suisse. M. David Imhoff est un franco-suisse converti à l'islam et on retrouve ici tous ses écrits. On va aller voir ce qu'on a dit à propos de ce monsieur-là. C'est un article qui est paru dans un journal qui s'appelle Le Temps. Alors, on dit ceci: emprisonné 5 ans pour avoir enlevé ses 2 filles, accusé de les avoir fait exciser, David Imhoff se bat pour être réhabilité. Un combat qui pose la question de la compatibilité entre l'Occident et tradition islamique, etc., etc. On voit là que c'est un militant actif de l'islam, un converti. On peut retrouver d'ailleurs tous ses écrits. C'est un monsieur qui est assez sérieux quand même. Il y a des arguments qui sont assez bien articulés. J'ai retrouvé sa page qui est sur Academia, où on voit ici une série d'articles, critique du libéralisme, réforme du système électoral, histoire suisse, mythe, esclave et abolition, projet de loi contre les séparatistes, etc., etc. C'est un monsieur qui écrit beaucoup, qui a des bons arguments. C'est pas un imbécile, là. Contestation judiciaire, la décision. On trouvera ici la décision rendue par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice. Je ne passerai pas à travers toute la décision, mais je vais vous donner juste le modèle ici qu'on a suivi, la Cour de justice, Chambre constitutionnelle. C'est assez compliqué parce que les cours européennes sont un peu différentes des cours canadiennes et québécoises. Hein. C'est pas le même langage. C'est assez long à déchiffrer. Moi, ça m'a pris quasiment un bon 3 jours avant de comprendre exactement là, les subtilités de leur langage. Dans cette décision-là, la Cour rejette tous les arguments des plaignants, sauf en ce qui concerne l'article 3.4 que j'ai mentionné tout à l'heure, qui, comme je l'ai expliqué précédemment, se disait comme suit: lorsqu'il siège en séance plénière ou lors de représentations officielles, les membres du Grand Conseil, c'est-à-dire le Conseil des ministres et des conseils municipaux, les conseils exécutifs des municipalités, s'abstiennent de signaler leur appartenance par des signes extérieurs. Le principal argument de la Cour est celui d'affirmer que des personnes élues au Grand Conseil, le Parlement de la RG, et dans les conseils municipaux, excusez-moi, tout à l'heure, c'est le Grand Conseil, c'est pas le Conseil des ministres, c'est le Grand Conseil, c'est l'Assemblée nationale, en fait. Là. Le principal argument de la Cour est celui d'affirmer que les personnes élues au Grand Conseil, le Parlement, en fait, et dans les conseils municipaux ne sont pas des représentants de l'État, mais des représentants du peuple et de la collectivité. Ça, c'était l'argument principal. C'est un argument qui est raisonnable, qui n'est pas déraisonnable, dans le fond. Mais c'est sujet à débat. Les articles 3.3 et 3.5 interdisent aux membres des exécutifs du Conseil d'État, du Conseil des ministres et des municipalités, des conseils municipaux, ainsi qu'aux fonctionnaires de l'État, de s'abstenir lorsqu'ils sont en contact avec le public de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. Au Québec, la loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, l'interdiction du port des signes religieux ne vise que certaines personnes en autorité. Ça, on le sait. Hein. On dit toujours que notre loi est assez modérée. C'est certaines personnes en autorité. Wow.
qui sont énumérés à l'annexe 2 de la loi. Elle n'interdit pas les propos. Elle vise uniquement le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale, ne s'applique qu'aux ministres de la Justice, mais ne s'applique pas au Conseil des ministres ainsi qu'aux membres des conseils municipaux. On voit la différence. Les arguments des plaignants pour demander l'inconstitutionnalité de ces articles-là. Premièrement, violation du droit à la liberté de conscience et de religion et du droit à la liberté d'expression. Ils ont inclus la liberté d'expression dans la liberté de conscience et de religion. Ils en ont fait un tout. Discrimination ou violation du droit à l'égalité devant la loi. C'est un peu les mêmes arguments qu'on retrouve dans la contestation de la loi 21. Violation, ça c'est nouveau. Violation des droits politiques des citoyens privés de leur droit d'élire une personne de leur choix. Ça, on ne l'a pas dans la loi 21, ça. Articles 3 et 3.4, décision de la Cour. La Cour a répondu à ces arguments-là en disant ceci. Droit à la liberté de conscience, de religion ainsi que le droit à la liberté d'expression. La Cour estime que le droit à la liberté de conscience et de religion et le droit à la liberté d'expression sont dans ce cas-ci des droits intimement liés qui méritent une analyse unique. On a confondu les deux choses. Nous, notre mémoire, en passant dans l'affaire Act, c'était de dire qu'il fallait faire une différence entre le droit de conscience, de religion et le droit de manifester sa religion que l'on assimilait plus au droit à la liberté d'expression. Mais la Cour estime que c'est la même chose. Dans ce cas-là, ça se confond. Deuxièmement, la loi a une portée limitée puisqu'elle ne vise que des propos et des signes extérieurs signalés par des personnes dans le cadre de leur fonction, et uniquement lorsqu'elles sont en contact avec le public. Donc, elle n'a pas une portée générale, mais elle a une portée limitée. Ça, c'est le même argument, on utilise ces mêmes arguments-là chez nous. Troisièmement, la loi a comme objectif légitime de veiller au respect de l'intérêt public, c'est-à-dire de l'ordre public, mais aussi le respect des valeurs culturelles. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Le respect des valeurs culturelles, économiques et sociales, ainsi que le respect, autrement dit, des droits collectifs. C'est ce que beaucoup de gens ont plaidé pour en faveur du maintien de la loi 21, en évoquant la spécificité culturelle du peuple québécois. Alors, les autres, ils le disent aussi. Aussi, le respect des valeurs culturelles, économiques et sociales, ainsi que le respect des droits d'autrui, en assurant la paix religieuse dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Quatrièmement, la loi respecte le principe de proportionnalité. Ça, c'est à peu près les mêmes critères qu'on retrouve dans la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la question de la proportionnalité. La Cour dit ça respecte le principe de proportionnalité puisqu'elle a une portée limitée dans le temps, dépendant de l'exercice des fonctions, qu'elle ne s'applique qu'aux propos et signes extérieurs et qu'elle se limite au seul contact avec le public. La loi ne vise pas non plus le noyau intangible du droit à la liberté de conscience. Ça, on l'a plaidé, ça. Elle ne vise pas le noyau intangible, elle ne vise pas elle n'interdit pas aux gens de penser ou de croire ce qu'ils veulent, mais elle régit la manifestation de cette liberté de religion-là. C'est très important à comprendre. Cinquièmement, la loi n'est pas discriminatoire et ne viole pas le principe de l'égalité de toutes et de tous devant la loi parce qu'elle s'applique à tous les propos et les signes religieux, peu importe leur origine ou leur nature. Rien n'indique non plus qu'elle vise une religion en particulier, l'islam. La loi ne viole pas les droits politiques puisqu'elle n'empêche pas les citoyens de voter pour les candidats de leur choix si ces candidats respectent les règles d'éligibilité. D'accord? Articles 6.1 et 6.2, la réponse de la Cour aux arguments du plaignant. L'article 6.1 mentionne que les manifestations religieuses cultuelles doivent avoir lieu dans le domaine privé. Ça, c'est la règle générale. Cependant, l'article 6.2 prévoit que ces manifestations peuvent avoir lieu exceptionnellement dans le domaine public, à la condition de respecter les conditions prévues par la loi sur les manifestations du domaine public. Donc, elle ne vise pas toutes
elle ne vise pas exclusivement le domaine privé. Elles peuvent avoir lieu dans le domaine public à certaines conditions. Les arguments des plaignants sur l'article 6.1, 6.2, violation de droit à la liberté de conscience et de religion ainsi que du droit à la liberté d'expression. Ils reprennent les mêmes arguments finalement. La loi fait une distinction artificielle entre les manifestations cultuelles et les autres, notamment culturelles, créant ainsi une hiérarchisation des croyances. Ça, c'était des arguments invoqués par les plaignants. La loi fait de l'utilisation du domaine public une exception. La loi est imprécise. Ça, c'est les 4 arguments qu'ils ont développés. La réponse de la Cour, la loi a une portée limitée puisqu'elle n'impose pas une interdiction générale des manifestations générales dans le domaine public, puisqu'elles peuvent être autorisées si elles ne peuvent pas avoir lieu dans le domaine privé. La loi est suffisamment précise pour que les citoyens soient informés de sa portée et se conduisent en conséquence. Troisièmement, la loi ne vise que l'accomplissement d'actes ou de rites reliés à une religion et non pas le port d'un signe religieux. Alors, les articles 6.1, décision de la Cour suite, la loi répond à l'intérêt public puisqu'elle vise à renforcer la neutralité de l'État et à protéger les droits d'autrui. La notion de droit d'autrui est très, très importante ici. Articles 7.1 et 7.2, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, l'article 7.1 a pour but de permettre au Conseil d'État, le Conseil des ministres, de restreindre ou d'interdire en cas de prévision de troubles publics graves et pour une période limitée le port des signes religieux ostentatoires dans le domaine public, dans les bâtiments publics, incluant les bâtiments scolaires et universitaires, le tout avec révision judiciaire dans les 15 jours. L'article 7.2 prévoit que dans l'administration publique et dans tous les établissements publics ou subventionnés et les tribunaux, le visage doit être visible, les exceptions étant prévues par règlement. Les arguments des plaignants sur ces articles-là. Premier argument, l'article 7 propose de manière inadmissible l'ordre public, oppose de manière inadmissible l'ordre public à la liberté religieuse, vu l'absence concrète de menace à la paix confessionnelle et est incohérent. L'article 7 est imprécis à cause des termes indéterminés qu'il contient. Cet article ne poursuit aucun intérêt public et a au contraire un effet stigmatisant sur les personnes affichant des convictions religieuses. Réponse de la Cour, l'article 7.1 a une portée limitée puisqu'il interdit le port des signes religieux ostentatoires pour une période limitée seulement, avec contrôle judiciaire, période de 15 jours. L'article 7.2 a également une portée limitée puisqu'il ne vise que les administrations publiques, les établissements publics et subventionnés, ainsi que les tribunaux, sans aucune restriction aux signes extérieurs en ce qui concerne la visibilité du visage. Troisièmement, l'article 7.1 poursuit un objectif d'intérêt public, soit l'ordre et la sécurité publique, en limitant le port de signes religieux ostentatoires en cas de troubles graves seulement. Et enfin, l'article 7.2 poursuit également un objectif d'intérêt public en protégeant les droits et libertés d'autrui, sous réserve d'un examen rigoureux sous l'angle du critère de proportionnalité. L'article 7.1, même s'il ne comporte aucune définition d'un signe religieux ostentatoire, il doit cependant s'agir, là, la Cour a été un petit peu modérée sur ce plan-là, il doit s'agir de signes religieux ostentatoires provocateurs. Elle ne vise que les signes religieux provocateurs. Je ne sais pas c'est quoi des signes religieux provocateurs, mais enfin, ça reste à définir. Uniquement sans que soient concernés d'autres signes religieux, même forts, comme la kippa juive ou le voile islamique. Je ne sais pas c'est quoi des signes religieux ostentatoires, ça reste à définir. Pour l'application de l'article 7.2, la restriction ou l'interdiction doit viser également toutes les tenues empêchant l'identification des personnes sans lien avec l'appartenance religieuse, ce qui veut dire que la loi n'est applicable que pour des motifs d'identification de tous les citoyens. Bon. Les plaignants, à la suite de la décision de cette Cour-là, les plaignants ont déposé un recours devant le tribunal fédéral suisse intitulé « Recours en contrôle de conformité au droit supérieur ». J'aime bien cette expression-là, parce qu'en réalité, c'est un peu ça tout le temps qui se passe.
On retrouvera la procédure sur le site de M. David Imhoff. On va aller voir c'est quoi, grosso modo, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un peu... Ici, vous voyez ici, là. Recours en contrôle de conformité au droit supérieur, bon, etc. C'est un espèce de recours en appel, en fait. C'est la cause n'a pas été entendue encore. C'est à suivre. Ça, on verra la décision. Je vais suivre ça de près pour savoir exactement. Conclusion. Première conclusion que j'ai tirée de ça, c'est de dire la République et le canton de Genève, qui est plus petite par le nombre d'habitants et sa superficie que la ville de Québec, a sa propre constitution et la compétence exclusive. Essayez de comprendre que la ville de Québec aurait sa propre constitution, constituera un peuple, et la compétence exclusive d'adopter sa propre loi en matière de laïcité. Mais Genève est aussi la capitale internationale des droits humains. Ça, c'est important de comprendre ça. Où on retrouve le siège social du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies. OK, on va aller faire un petit tour, on va aller voir. Genève, capitale des droits humains. C'est un endroit au monde où ils sont sensibles à la question des droits et libertés de la personne, c'est bien ça. Ça remonte à 1536. La ville ouvre déjà des bras protecteurs à Calvin. C'est une histoire au début, c'est dans la guerre des religions, c'est que les protestants sont réfugiés dans cette région-là. Donc, il y a une sensibilité à la guerre des religions. Comprendre ça. Donc, il y a toute une jurisprudence créée à partir de ça, une certaine tolérance, une certaine paix religieuse entre les protestants et les catholiques. C'est ça qui a donné naissance à la Suisse, dans le fond. La loi sur la... Oh, j'ai oublié quelque chose, je vais revenir un peu. J'ai oublié le point 2, je reviens, ce ne sera pas long. Précédent. Il n'est pas déraisonnable dans un... Ah oui, je dis ça, moi c'est une conclusion, mais je peux me tromper aussi, là. C'est une opinion. Il n'est pas déraisonnable dans un tel contexte, étant donné que la Genève, c'est la capitale internationale des droits humains, et puis que c'est le siège social des droits de l'homme, l'Organisation des Unis. Il n'est pas déraisonnable de penser, dans un tel contexte, que les décisions des tribunaux de la République et du canton de Genève soient conformes non seulement au droit interne de cette République-là, mais également au droit national suisse, au droit européen et au droit international. On a bonne chance. En tout cas, il y a des gens qui peuvent penser le contraire, mais en tout cas, c'est une bonne indication que la Cour, normalement, la Cour de justice du canton de Genève est assez sensible aux droits fondamentaux, à cause de la position privilégiée de Genève. Troisièmement, la loi sur la laïcité de la République et du canton de Genève est cependant beaucoup plus large que la loi sur la laïcité de l'État du Québec au Québec. Notamment ce que la loi de la République et du canton de Genève interdit aux membres du Conseil d'État, le Conseil des ministres, des conseils municipaux et des tribunaux de signaler leur appartenance religieuse par des propos. On ne voit pas ça ici, par des propos ou des signes extérieurs. Alors que la loi québécoise ne l'interdit que pour le ministre de la Justice et procureur général. Ça, je ne la connaissais pas, j'ai vérifié, mais effectivement, c'est ça. Elle interdit aussi à tous les agents de l'État de signaler leur appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs, alors que la loi québécoise n'inclut pas les propos. Il vise uniquement certaines personnes en situation d'autorité. Elle circonscrit les manifestations religieuses au domaine privé, sous réserve d'utiliser le domaine public dans le cadre d'une loi générale sur les manifestations. Elle interdit, en cas de prévision de troubles graves et pour une période limitée, le port des signes religieux ostentatoires dans le domaine public et des bâtiments publics scolaires et universitaires. En ce qui concerne le visage découvert, même si la loi de la République et du canton de Genève ne vise pas le domaine public, elle est rédigée de façon plus large que la loi québécoise et inclut les tribunaux
Pour le rappel, l'article 7.2 se dit ainsi: dans les administrations publiques, les établissements publics ou subventionnés, ainsi que les tribunaux, le visage doit être visible. Les exceptions sont traitées par voie réglementaire. La loi québécoise est plus compliquée et décrit avec précision les organismes qu'on retrouve à l'annexe 1 et les membres du personnel des organismes publics et subventionnés auxquels l'interdiction s'applique, mais elle précise qu'elle ne s'applique comme la loi elle ne s'applique pas comme la loi que pour des fins d'identification. En ce qui concerne la loi québécoise de sécurité et de sécurité, pardon. Aussi, il faut dire aussi que dans la loi québécoise, comme je l'ai mentionné précédemment, la loi donne le pouvoir au Conseil de la magistrature de régler ces questions. Alors ici, on le fait directement dans la loi. Toutefois, la loi québécoise s'applique aussi à la prestation et réception de services dans tous les organismes de transport en commun, publics ou privés, ce qui n'est pas le cas de la loi de la République des Chambres. Ça, j'ai trouvé ça en fouillant comme fou dans la loi 21, mais je me suis rendu compte, oui, mais ça, pardon, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça visait les compagnies de transport en commun, les compagnies d'autobus, par exemple, là, dans le domaine privé. En résumé, il n'est pas déraisonnable, comme j'ai mentionné précédemment, de penser que la loi de la République et du canton de Genève, à cause de la réputation internationale de Genève comme capitale internationale des droits humains, est susceptible d'être conforme au droit interne, au droit européen et au droit international, et qu'en ce sens, la loi québécoise, qui a une portée moins grande, est susceptible d'être parfaitement légale et légitime en droit interne canadien comme en droit international. Et rien n'est sûr, on verra ça en mars prochain. J'ajoute ceci en addendum. C'est intéressant de mentionner aussi que le 24 juin 2020, le Conseil d'État de la République et du canton de Genève a adopté par décret le règlement d'application de la loi sur la laïcité de l'État. Ça, on n'a pas ça chez nous. 2 articles de ce règlement sont contestés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice par les 2 mêmes plaignants, soit l'article 4, qui exige une déclaration d'engagement de la part des organismes religieux, et l'article 14, qui prévoit une prestation exceptionnelle à visage couvert dans un établissement public lorsque des motifs impérieux le justifient, notamment la prise en charge adéquate de patients nécessitant des soins médicaux. Il faut dire que la loi québécoise ne s'applique pas pour les hôpitaux, en passant, pour le visage couvert. Hein. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, le voile n'est pas interdit dans les hôpitaux, en passant. Oui. L'idée d'introduire l'article 4 de ce règlement-là dans le droit québécois ne me paraît pas déraisonnable. Cet article se lit comme suit. Ça, c'est une déclaration qu'on exige des communautés religieuses. Une déclaration d'engagement. La déclaration d'engagement fixe les exigences en matière de respect des droits fondamentaux et de l'ordre juridique suisse par les organisations religieuses souhaitant entretenir une relation avec l'État. Ces exigences sont les suivantes. Respecter et soutenir la paix religieuse. C'est un contrat que l'État passe avec les communautés religieuses. Vous devez respecter et soutenir la paix religieuse. Vous devez accepter la diversité des approches philosophiques, spirituelles ou religieuses. Ça, c'est difficile un peu pour l'islam, vous savez. Exclure tout acte. Vous devez exclure tout acte de violence physique ou psychologique. Et ce qui apparaît enfoncé, c'est ce qui a été contesté par les plaignants devant la Cour. Ils veulent qu'on enlève ces mots-là. Ils ne veulent pas s'engager. Ils prétendent que l'islam n'a pas à s'engager à exclure tout acte de violence physique ou psychologique, tout abus d'abus spirituel ainsi que tout propos incitant à la haine. Rejeter toute forme, il s'oppose également à ce que les communautés d'islam rejettent toute forme de discrimination, de dénigrement à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison notamment de leur conviction, de leur jurisdiction, de leur sexe, de leur orientation, de leur identité sexuelle, de leur identité ou de leur expression de genre. Ils veulent que ça soit enlevé de la loi, ça. Collaborer à la prévention des radicalisations, ils ne l'ont pas contesté. Respecter la liberté de conscience, ils ne l'ont pas respecté.
c'est-à-dire ils ne l'ont pas contesté, respecter la liberté d'opinion et d'information dans les limites posées par le droit, y compris le droit à la satire. Ça, ils veulent qu'on enlève ces mots-là. On n'a pas le droit à satire. On n'a pas le droit de faire d'avoir des propos satiriques envers l'islam. Reconnaître la primauté de l'ordre juridique suisse sur toute obligation religieuse qui lui serait contraire, en particulier s'agissant du droit de la famille. Il s'objecte à ça. Il s'oppose à ça. Ils veulent garder le monopole des tribunaux quasiment islamiques. Les recours des plaignants devant le tribunal fédéral suisse contestant les articles 3.3, 3.5, 6.6, etc. de la loi sur la laïcité sont pendants, de même que ceux déposés par les plaignants devant la Chambre constitutionnelle de la Cour. C'est des affaires pendantes. Ce sont des affaires à suivre et ceux qui sont intéressés par cette question peuvent avoir accès aux procédures sur le site de M. David Imhoff. Tout est là. On voit sur ce site-là, on voit tout le développement du dossier. On voit la réponse, la loi genevoise sur la laïcité de l'information complémentaire, etc., etc., etc. On a tout ça. On peut suivre le dossier. Le site est en haut ici, là. Ça s'appelle l'Indépendant Academia, independentacademia.edu. OK, on a ça sur tout. Je le donnerai plus tard. L'adresse, si jamais les gens sont intéressés à savoir. On peut passer à la période de questions, mais avant la période de questions, je vais partager quelque chose d'autre que j'ai trouvé récemment dans le canton voisin de Neuchâtel, qui est un autre canton de la francophonie suisse. On a adopté récemment, si vous permettez, je vais l'agrandir, on a adopté une loi, je vais le faire en diaporama. On a adopté une loi sur... On est allé de façon un peu différente. Au lieu d'adopter une loi sur la laïcité, on a adopté une loi sur la reconnaissance d'intérêt public des communautés religieuses. Et c'est intéressant ça parce que c'est une façon un peu indirecte de régler le problème. On voit ici que la présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance d'intérêt public d'une communauté religieuse. Pour que l'État puisse reconnaître publiquement une communauté religieuse d'intérêt public, il faut qu'elle s'engage à respecter certaines conditions. Okay? Parce qu'en Suisse, dans l'histoire suisse, l'État a passé des contrats avec les communautés, surtout protestantes et catholiques. Mais avec le temps, il y a d'autres communautés qui se sont ajoutées et aujourd'hui, c'est l'islam qui vient s'ajouter. Alors, ils ont dit, nous, on veut que les conditions qu'on a imposées aux religions catholiques et protestantes, en particulier, s'appliquent aussi à l'islam. Et là, voici comment ils s'en prennent. Condition de la reconnaissance, article 4. Une communauté ne peut déposer une demande de reconnaissance que si elle est constituée sous forme d'association de droit suisse et a son siège dans le canton. Si la communauté est organisée en fédération d'associations, chacune de ces dernières doit remplir les conditions prévues par la loi. Ça, c'est l'objectif de la loi. L'article 5 dit « Les statuts de l'association précisent les conditions d'admission et d'exclusion des membres. » Ici, c'est important, il mentionne également, pardon, je vais revenir en arrière, précédent, je vais mettre mon crayon. Oui, je vais mettre mon crayon. Pointeur crayon. Ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il mentionne également le droit inconditionnel de ces derniers de la quitter en tout temps. Vous voyez la référence indirecte à l'islam, là? Vous devez vous constituer en association et vous devez reconnaître que vos membres ont le droit de quitter votre association en tout temps. Article 6. La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, ainsi que le droit international public ayant trait aux droits humains et aux libertés fondamentales. Ça ici, c'est important aussi parce que dans la mesure où, je vous rappelle, que les
pays musulmans n'ont jamais signé la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Alors, on dit indirectement à la communauté islamique ou musulmane, on dit, écoutez, si vous voulez qu'on vous reconnaisse comme religion, il va falloir que vous reconnaissiez le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, ainsi que le droit international public ayant trait aux droits humains et aux libertés fondamentales. Entre autres, le droit à la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire, ce qui n'est pas reconnu dans l'islam. Article 7, la communauté respecte les droits constitutionnels de ses membres, notamment la liberté de conscience et de croyance. L'islam ne respecte pas la liberté de conscience de ces gens, de ses militants. Elle interdit l'apostasie. En particulier, ici, on voit, l'adresse à l'islam, on dit fait indirectement, en particulier, elle respecte le droit de ses membres de la quitter en tout temps et sans condition. Si vous voulez qu'on vous reconnaisse comme communauté religieuse, vous devez respecter le droit des membres de la communauté musulmane de la quitter en tout temps et sans condition. Ça pose un problème, ça, pour l'islam. La communauté s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance et les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci. On sait que dans le Coran, il y a de nombreux versets qui vouent aux gémonies des chrétiens et des juifs, puis des non-croyants. Alors, ça pose un problème aussi pour ces communautés-là. Vous vous engagez à marquer, il y en a qui vont le faire, ça c'est sûr, mais il y en a d'autres qui vont résister. La communauté s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance. Moi, j'aurais ajouté une autre croyance ou une autre non-croyance. Il y a des personnes qui se reconnaissent dans celle-ci. Enfin, c'est déjà pas mal. Article 11, pour nous, au Québec, c'est important aussi. Les responsables religieux et administratifs de la communauté doivent être capables de communiquer en français avec les autorités. Au Québec, c'est important pour nous, ça. Ah, celle-là est bonne aussi. L'article 18. Dès que sa requête est déclarée recevable, la communauté remet à l'autorité au plus tard le 30 juin ses comptes de l'année précédente, tenus conformément aux dispositions sur la comptabilité commerciale du Code des obligations. À la même échéance, la communauté religieuse remet à l'autorité un rapport annuel d'activité contenant au minimum les informations relatives à l'emplacement du ou des lieux de culte et la fréquence des services religieux, aux activités sociales et culturelles de la communauté, au nombre de ses membres au 31 décembre de l'année précédente, au montant reçu et à leur origine. Ça, c'est important, ça. Parce qu'on sait qu'entre autres, en France, les mosquées sont financées par des fonds extérieurs. Là, vous devez faire des rapports, mes amis, là. Le Conseil d'État peut prévoir que d'autres informations figurent dans les comptes ou le rapport annuel d'activité. Il peut exiger que la communauté soumette ses comptes au contrôle d'un organe de révision externe. L'autorité, article 20, est tenue de consulter les communes, les partis politiques représentés au Grand Conseil, les 3 églises reconnues constitutionnellement et les autres communautés religieuses reconnues. Elle consigne le résultat de cette consultation dans le projet de rapport du Conseil d'État. Et là, l'effet de la reconnaissance, ça c'est un peu différent aussi, c'est qu'on concède que l'État peut accorder des subventions aux communautés reconnues conformément à la loi. Et on dit que les communautés reconnues sont exonérées de l'impôt. OK, ça c'est la contrepartie de ça. Si vous voulez qu'on vous reconnaisse, vous avez des conditions à remplir, mais par contre, vous avez des avantages aussi à ce qu'il y ait une reconnaissance officielle de l'État. Et on ajoute aussi une autre concession, j'ai l'impression. Les communautés reconnues peuvent dispenser un enseignement religieux dans les locaux de l'école publique dans le cadre défini dans la loi sur l'organisation. Alors, c'est un peu ça. Merci à tous pour votre participation.